Tabitha Keller ne pleurait pas. Pas quand il passait devant elle sans la voir. Pas quand les murmures la transperçaient comme la chaleur du mois d'août. Pas quand le dernier homme sur le quai a regardé à travers elle, comme si elle était en verre. Elle a pincé les lèvres et ramassé son sac et a commencé à s'éloigner. Elle avait déjà vécu ça. Elle savait exactement comment ça se terminait. Mais une voix a percé la foule. Une voix basse, délibérée et qui s'adressait à elle seule. Madame. Elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. Elle avait peur de ce qu'elle verrait. Si cette histoire a déjà conquis votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Le soleil du Wyoming en août ne demandait pas la permission. Il s'abattait sur Laramie comme s'il avait une dent contre la ville. Il cuisait les planches de bois du quai de la gare jusqu'à ce que l'air au-dessus miroite et danse. Tabitha Keller en ressentait chaque degré. Elle était debout dans cette chaleur depuis près d'une heure. Pas une seule âme ne lui avait offert de l'ombre, de l'eau ou même un regard bienveillant. Ce n'était pas grave. Elle n'était pas venue ici en attendant de la gentillesse. Elle était venue ici en attendant d'une chance. C'était différent. Et les chances, elle l'avait appris, étaient une chose bien plus rare. Le rassemblement d'été de Laramie, c'est ainsi que le journal l'appelait. C'était un nom poli pour ce que tout le monde dans Trois-Candés savait être un événement pour les mariages par correspondance, tout simplement. Les hommes venaient chercher des épouses. Les femmes venaient dans l'espoir d'être choisies. Le parvis de la gare devenait une sorte de lente et douloureuse vente aux enchères. La monnaie d'échange était la jeunesse. Et le prix pour toute femme de plus de 25 ans était proche de zéro. Tabitha avait 30 ans, elle savait faire le calcul. Elle se tenait près du fond du groupe de femmes rassemblées. Son sac de voyage en tapisserie était posé à ses pieds. Ses cheveux châtains foncés étaient relevés comme sa mère le lui avait appris. Soignée, respectable, sans fioritures. Elle portait sa plus belle robe, un coton vert foncé qu'elle avait élargi 2 fois aux coutures au cours des 2 dernières années. Elle lui allait maintenant comme une bonne robe devrait aller. Elle couvrait ce qui devait être couvert et ne serrait nulle part où elle ne devait pas. Mais elle n'était pas une petite femme. Elle ne l'avait jamais été. Sa carrure était large et solide. Ses bras étaient forts après des années à tenir seul un foyer. Son visage était rond, quelconque et hâlé par le soleil. Le genre de visage que les gens qualifiaient de raisonnable quand ils voulaient dire toute autre chose. Elle entendait ce qu'ils voulaient dire. Elle l'avait entendu toute sa vie. Autour d'elle, les autres femmes bavardaient, lissaient leurs jupes et souriaient. Elles avaient l'aisance de celles qui croyaient encore qu'un sourire pouvait les sauver. La plupart d'entre elles étaient plus jeunes. Plusieurs étaient belles de cette manière évidente et immédiate qui pousse les hommes à se redresser et à soulever leur chapeau. Une jeune fille peut-être de 19 ans, avec des cheveux roux cuivrés et une taille que Tabitha aurait pu entourer de ses 2 mains, était déjà en pleine conversation. Elle parlait avec un grand rancher en chemise de lin propre. Il n'avait pas cessé de sourire depuis qu'il s'était approché d'elle. Tabitha les regardait sans le vouloir. « Vite choisi, n'est-ce pas? » dit une femme à côté d'elle. C'était Madame Gunderson, une veuve de Cheyenne, avec qui Tabitha avait échangé quelques mots dans la diligence. Elle avait une 50aine d'années, était robuste, avec des yeux bienveillants et une langue acérée qu'elle ne prenait pas toujours la peine de cacher. Mais bon, quand on ressemble à ça, ça ne prend pas longtemps. Non, acquiesça Tabitha, ça ne prend pas longtemps. Vous êtes nerveuse? Demanda Madame Gunderson. Non. Menteuse. Tabitha faillit sourire, un petit peu. Bien, ça veut dire qu'il vous reste un peu d'espoir. C'est plus que ce que je peux dire pour moi-même. Madame Gunderson ajusta le col de sa robe. Je suis venue parce que ma fille m'y a forcé. Elle pense que je me sens seule. Je lui ai dit que je suis sélective. Il y a une différence. Il y en a une, dit Tabitha. Vous avez déjà assisté à l'un de ces événements. Une pause. Oui. Madame Gunderson la regarda de côté. Combien? Tabitha gratta la poignée de son sac. C'est le 4e. La femme plus âgée resta silencieuse un moment, puis dit simplement, « Seigneur, aie pitié. » Je n'arrête pas de penser, dit Tabitha, et sa voix resta égale car elle s'était entraînée à la garder égale, que le prochain sera différent, que je me tiendrai un peu plus droite, ou que je dirai quelque chose d'intelligent,
ou que je serais juste assez différente pour que ça change quelque chose. Et, et je suis là, la même que j'ai toujours été. Elle expira par le nez, la même que je serai toujours, je suppose. Ne dites pas ça, dit Madame Gunderson, mais sans dureté. Dire les choses à voix haute a une façon de les rendre vraies. La foule bougea. Un autre homme se déplaça parmi les femmes rassemblées. Il était plus jeune que Tabitha, large d'épaules, avec l'assurance d'un homme qui savait ce qu'il voulait et ne voyait aucune raison de tarder. Il passa devant Madame Gunderson sans un regard. Il passa devant Tabitha de la même manière qu'un homme passe devant un piquet de clôture, pas grossièrement, pas intentionnellement, juste avec la certitude absolue qu'elle n'était pas ce qu'il cherchait. Tabitha le sentit comme elle le sentait toujours. Pas comme une gifle, plutôt comme de l'eau, lente et patiente, érodant quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle ancra ses pieds dans le sol et se redressa. De l'autre côté du quai, 3 autres femmes avaient été approchées. Toutes les 3 plus jeunes, 2 d'entre elles rougissant, l'une d'elles riant déjà de quelque chose que son gentleman lui avait dit. Le chef de gare appelait des noms sur une liste, dirigeant les hommes vers la file, maintenant une sorte d'ordre qui paraissait de plus en plus absurde à Tabitha. C'était comme décorer l'extérieur d'un bâtiment en feu. Tabitha Keller, appela le chef de gare. Elle leva la main. Ici. Il la trouva dans la foule, jeta un coup d'œil à son papier et hocha la tête. Vous êtes enregistré? Vous pouvez vous rendre à la file d'attente quand vous serez prête? Elle était déjà dans la file d'attente. Elle y était depuis 1 heure. Elle ne dit rien. Les minutes passaient comme les minutes passent quand on attend quelque chose qui pourrait ne pas venir. Comme du miel froid, épais et tenace. Tabitha regarda la foule s'éclaircir. Elle observa des poignées de main, des conversations tranquilles, et une femme éclatée d'un rire heureux et incrédule quand un homme à l'air propre en manteau gris lui dit quelque chose. Elle regarda tout cela comme elle avait appris à regarder les choses qu'elle voulait, mais ne pouvait pas avoir. Avec une distance prudente et contrôlée qui empêchait le désir de devenir du chagrin. Ça ne marchait pas toujours. Vous savez ce que je déteste le plus dans ces trucs? Dit une voix à sa gauche. Jeune, insouciante, ne s'adressant pas à elle, mais ne se donnant pas la peine de parler bas non plus. 2 filles, peut-être 20 ans, peut-être moins, se tenaient assez près pour que Tabitha entende chaque mot. La façon dont ils laissent n'importe qui s'inscrire, n'importe qui. La deuxième fille de gloussa. Je vois que ce que tu veux dire. Je veux dire, je comprends qu'il faille donner une chance à tout le monde. C'est bien, c'est chrétien, mais il y a essayé. Et puis il y a une pause chargée de sens, espérer un miracle. Un autre gloussement, puis un silence pendant lequel Tabitha sentit, sans tourner la tête, qu'on la regardait. Elle ne se retourna pas. Elle avait déjà vécu ça. Elle connaissait aussi la forme de cette situation, ce à quoi elle ne s'était pas attendue, ce à quoi elle n'avait jamais tout à fait réussi à se préparer, c'était à quel point cela lui coûtait encore. Chaque fois, le prix était le même. La blessure allait au même endroit, et chaque fois elle guérissait un peu moins complètement que la fois précédente. Elle pensa à ce qu'elle s'était dit pendant le voyage en diligence depuis Cheyenne. Elle avait eu toute une conversation avec elle-même, assise près de la fenêtre, regardant la terre plate et dorée défiler. Elle s'était dit, « Tabitha, si celui-ci ne se passe pas mieux que le dernier, tu t'en vas et tu ne regardes pas en arrière. Tu as la maison de ta sœur à Denver. Tu as tes 2 bonnes mains. Tu as assez de bon sens pour te construire quelque chose de petit et de décent par toi-même. Tu n'as pas besoin de ça. » Elle y avait cru aussi, dans la diligence, dans la logique propre de ne pas être encore arrivée. Maintenant, debout sur le quai, elle n'était plus sûre de croire en grand chose. Elle ramassa son sac. C'était de la première étape. Ensuite, elle se retournerait. Ensuite, elle marcherait jusqu'à la gare routière. Ensuite, elle achèterait un billet et rentrerait chez sa sœur. Vers ses 2 bonnes mains, vers la petite vie décente qu'elle allait construire sans l'aide de personne. Owen, elle ramassa son sac. Elle se retourna. « Madame », les mots l'arrêtèrent comme une main sur l'épaule. Basse, égale, pas forte, mais certaine. La voix d'un homme qui ne gaspillait pas le volume parce qu'il avait appris que les bons mots portaient leur propre poids. Elle ne bougea pas. Pendant un instant, elle envisagea sérieusement de ne pas se retourner. Elle avait déjà entendu ce ton, le ton doux et compatissant d'un homme sur le point de dire quelque chose de gentil et d'inutile.
Vous trouverez quelqu'un, madame. Ne perdez pas courage. Elle l'avait entendu 2 fois lors de rassemblements précédents, de la part d'hommes bien intentionnés qui n'aidaient en rien. Elle ne voulait pas de gentillesse. Elle avait dépassé le stade de la gentillesse. Mais quelque chose dans ce simple mot la retint. Pas de la chaleur, exactement. De la certitude. Comme si l'homme derrière elle avait déjà décidé quelque chose et attendait simplement qu'elle le reconnaisse. Elle se retourna. Il se tenait à peut-être 6 pieds en arrière, les bras ballants, le chapeau à la main. Non pas parce que quelqu'un lui avait dit de l'enlever, juste parce que c'était son habitude. Il avait les cheveux noirs coupés courts, la mâchoire portant une barbe de quelques jours, les épaules larges, solides, le genre de carrure qui vient du vrai travail et non de la frime. Il portait un gilet en cuir marron foncé sur une chemise bleue délavée, des bottes usées, un étui sur la hanche qui semblait avoir servi et pas seulement été exposé. Ses yeux étaient gris, ou presque, et il la regardait directement d'une manière à laquelle elle n'était pas habituée. La plupart des gens la regardaient comme on regarde un meuble, conscient de sa présence mais pas particulièrement intéressé. Cet homme la regardait comme on regarde une chose qu'on a cherchée. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose dont elle se méfia immédiatement. « Je crains que vous ne vous soyez trompé de femme, dit-elle. Sa voix était stable. Elle avait travaillé très dur pour cette stabilité. Je ne crois pas, dit-il. Pas de sourire, juste un fait. J'étais sur le point de partir. Je vois ça. Il fit un pas en avant, un pas délibéré, ni pressé, ni incertain. Je m'appelle Ree Ironwood. J'ai un ranch à environ 11 miles au nord-est d'ici. Du bétail principalement, quelques chevaux. Il fit une pause. Et je suis venu ici en cherchant quelqu'un de spécifique. Tabitha le regarda un long moment. Je ne crois pas que ce soit comme ça que ces rassemblements fonctionnent, Monsieur Ironwood. On ne vient pas chercher quelqu'un de spécifique quand on n'a encore rencontré personne. Non, acquiesça-t-il. La plupart ne le font pas. Il tourna lentement le chapeau dans ses mains une fois. Mais je suis sur ce quai depuis près de 2 heures, et j'ai regardé chaque homme ici faire son choix. Et j'ai regardé ce qu'ils ont choisi et ce qu'ils n'ont pas choisi. Et j'ai pris une décision. Une décision, répéta-t-elle. Oui, madame, à propos de moi, à propos de la femme qui est restée ici le plus longtemps, dit-il, qui n'a pas bougé d'un pouce, qui n'a pas mendié l'attention de qui que ce soit, et qui, quand personne n'est venu, a ramassé son sac et s'est préparé à partir sans faire de scène. Il soutint son regard. Ça me dit quelque chose. Elle le fixa. Elle cherchait le piège, la pitié, la performance de chevalerie, la chose sous la chose. Elle avait appris par une longue et coûteuse expérience que lorsque quelque chose ressemblait à ce que vous vouliez, c'était généralement autre chose. « Qu'est-ce que ça vous dit ?» demanda-t-elle. « Que vous avez plus de dignité que n'importe qui d'autre sur ce quai, dit-il. Homme ou femme, les mots atterrirent dans un endroit non défendu. Elle ne s'était pas attendue à un langage simple. Elle s'était préparée à de la douceur, à des compliments prudents, à cette sorte de gentillesse particulière que les hommes utilisaient lorsqu'ils géraient quelque chose d'incommode. Elle ne s'était pas préparée à ça. « Monsieur Ironwood, dit-elle après un moment, je veux être franche avec vous parce que je pense que vous essayez d'être franc avec moi et je respecte assez cela pour vous le rendre. » Elle le redressa les épaules. « J'ai 30 ans. Je ne suis pas petite et je ne suis pas jeune et j'ai assisté à 3 de ces rassemblements avant celui-ci et je suis rentré seul à chaque fois. Je ne suis pas un cas de charité et je ne veux la sympathie de personne. Et si c'est ce que vous offrez, vous pouvez le garder. » Quelque chose bougea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait, pas un seul. « Je n'offre pas la charité, dit-il. Je suis très mauvais pour la charité. Demandez à quiconque me connaît. » Il remit son chapeau, l'ajustant d'une pression de la main exercée. « Je propose une conversation, si vous le voulez bien. » Elle le regarda. Il attendit. Il ne la pressa pas. Il ne jouait pas la patience. Il l'avait simplement de la manière dont certains hommes l'ont, comme une qualité avec laquelle ils sont venus au monde et qu'ils n'ont jamais pensé à afficher. Derrière elle, elle entendit l'une des jeunes femmes de tout à l'heure. Elle ne pouvait pas voir laquelle, murmurer quelque chose qui se termina par un rire étouffé. Elle l'entendit. Elle était certaine que Ree Ironwood l'avait entendu aussi. Il ne regarda pas dans cette direction. Ses yeux restèrent sur elle.
Une conversation, dit-elle. Oui, madame, à propos de votre ranch, à propos de tout ce que vous voudrez. Elle posa son sac. Elle ne savait pas exactement quand elle avait décidé de le faire. C'était simplement d'arriver. De la manière dont les décisions arrivent quand on a passé assez de temps à se disputer avec soi-même et qu'une partie plus calme de soi se fatigue et prend le dessus. Il y a un banc, dit-elle, au bout du quai, à l'abri du soleil. Montrez-moi le chemin, dit-il. Elle le fit, et si elle était consciente des yeux qui les suivaient, les yeux surpris, les yeux amusés, les deux jeunes femmes qui étaient devenues très silencieuses, elle garda le dos droit et le pas assuré, et ne leur accorda aucune satisfaction de son attention. Les bancs étaient usés et lisses par des années de passagers. Il était placé contre le mur est de la gare, où l'ombre du bâtiment tombait dans une bande étroite qui n'était pas tout à fait suffisante, mais qui était mieux que rien. Tabitha s'assit. Ree Ironwood s'assit à une distance respectueuse, posa ses avant-bras sur ses genoux et se tourna pour la regarder. « Dites-moi votre nom, dit-il, votre nom complet. »« Tabitha Keller. »« D'où venez-vous, Tabitha Keller? »« De Cheyenne, à l'origine. Je suis resté chez ma sœur à Denver ces 14 derniers mois. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « Je suis né dans le Missouri. Je suis sur... Je suis venu dans l'Ouest il y a 12 ans. Je n'y suis jamais retourné. » Il le dit comme un chapitre clos, pas une blessure. Le ranch appartenait à un homme pour qui je travaillais. Il est mort il y a 2 hivers. Il me l'a laissé parce qu'il n'avait pas de famille et que j'étais ce qui s'en approchait le plus. Il fit une pause. Je ne l'ai pas demandé, mais je ne m'en plains pas non plus. C'est long de travailler pour quelqu'un, dit-elle. Il valait la peine de travailler pour lui. Un temps. C'est plus rare que les gens ne le pensent. Elle regarda ses mains. Vous avez dit que vous étiez venu ici en cherchant quelqu'un de spécifique. Vous ne parliez pas de moi spécifiquement. Vous ne me connaissiez pas, alors que vouliez-vous dire? Il resta silencieux un moment, considérant la question correctement. Je voulais dire quelqu'un de spécifique en genre, dit-il. Pas en nom. J'ai un ranch qui fonctionne, pas une vitrine. J'ai 34 têtes de bétail et 8 chevaux et une grange dont le toit doit être réparé avant octobre. Et je fais la plupart du travail moi-même parce que je n'ai que 2 employés. Et ils sont à peu près aussi fiables que le temps du Wyoming. Il la regarda de côté. Je n'ai pas besoin d'un joli ornement. J'ai besoin d'une partenaire, quelqu'un qui n'a pas peur de voir le travail de près. Tabitha était silencieuse. La plupart des hommes ici, dit-il, sa voix baissant légèrement, non pas pour le drame, mais pour l'honnêteté, ils veulent quelque chose de suffisamment jeune pour être façonné, quelque chose de suffisamment doux pour ne pas résister, quelque chose qui s'intégrera dans l'image qu'ils se sont déjà faite dans leur tête. Il secoua la tête une fois. Ce n'est pas ce que je veux, et je suis assez vieux pour connaître la différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Et j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà assez vécu pour savoir que la vie n'est pas une image. Elle se tourna pour le regarder pleinement pour la première fois. Il soutint son regard sans ciller. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle. Vous m'avez regardé me tenir dans une foule pendant 2 heures, c'est tout. »« Vous avez raison, dit-il. C'est pourquoi j'ai demandé une conversation. » Elle scruta son visage, des yeux gris et stables, une peau burinée, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'elle n'avait pas remarqué au début. Pas un beau visage au sens facile du terme, mais un visage qui semblait avoir tenu sous la pression, et ça, dans l'expérience de Tabitha, valait plus que la beauté. « J'ai des conditions, dit-elle. Il haussa un sourcil, juste légèrement. « Dites-moi. »« Je ne supporte pas bien qu'on me dirige, dit-elle. Je suis direct et j'attends de la franchise en retour. Je ne suis pas patiente avec les absurdités et je ne me tais pas quand je ne le suis pas. J'ai des opinions sur la plupart des choses et je les partage et je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie, réussi à faire semblant d'être d'accord avec quelque chose avec lequel je n'étais pas d'accord. » Elle fit une pause. « On m'a dit que c'était un défaut. »« Par qui? » ?»« Plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui avaient tort. Il ne le dit pas comme une flatterie. C'était un verdict. Quelque chose dans sa poitrine bougea à nouveau. Elle le repoussa soigneusement comme on remet en place un bandage lâche. « Je ne vous demande pas de m'épouser, dit-il alors. Je vous demande de me parler aujourd'hui, et peut-être encore demain si aujourd'hui se passe bien. Le reste, il leva une main, ouverte,
sans hâte. Le reste, on le découvrira au fur et à mesure. Tabitha le regarda un long moment. Quelque part derrière eux, de l'autre côté du quai, le rassemblement touchait à sa fin. Elle pouvait en entendre le son. Des conversations qui trouvaient leur conclusion, des sacs qu'on ramassait, la voix du chef de gare lisant les derniers noms sur sa liste. La chaleur de l'été se pressait de tous côtés, implacable et indifférente. Elle avait déjà été ici. Elle connaissait la forme de ce quai, le poids de cet après-midi particulier, la texture de se tenir quelque part et de ne pas être choisie. Mais elle ne s'était jamais assise sur ce banc auparavant. Elle n'avait jamais eu cette conversation. Et l'homme à côté d'elle la regardait non pas comme un problème à résoudre ou une charité à accorder, mais comme une personne dont la réponse comptait vraiment pour lui. C'était nouveau. Elle redressa les épaules, elle croisa son regard. « Très bien, Monsieur Ironwood, dit-elle. Parlez-moi du ranch. » Et Ree Ironwood, qui n'avait pas souri une seule fois de toute la conversation, sourit presque alors. Il commença à parler, et Tabitha Keller, qui avait ramassé son sac pour s'en aller et ne pas regarder en arrière, s'assit et resta. Ree parlait du ranch comme la plupart des hommes parlent de leurs enfants. Non pas avec sentimentalisme, mais avec une sorte d'investissement silencieux et profond qui n'avait pas besoin de décoration. Il parlait du bétail par numéro et par habitude, des chevaux têtus et de ceux qui étaient dignes de confiance, du problème d'eau au-delà du pâturage et qui lui causait des ennuis depuis le printemps. Il parlait comme un homme qui avait passé trop de temps sans personne à qui parler et qui avait temporairement oublié que la plupart des gens ne voulaient pas de tous les détails. Tabitha écoutait, non pas poliment, mais elle écoutait vraiment, comme elle écoutait quand quelque chose comptait. Elle se penchait légèrement en avant, les mains détendues sur ses genoux, posant des questions quand elle en avait et n'en posant pas quand elle n'en avait pas. « Le toit de la grange, dit-elle. Quels sont les dégâts? » Il la regarda de côté. Environ 30 pieds, le coin nord-est a pris un mauvais coup lors de la tempête de printemps. Je l'ai réparé 2 fois, mais ça ne tiendra pas un autre hiver. Avec quoi le réparez-vous? Des planches et du papier goudronné, principalement. Ce n'est pas réparer, dit-elle, c'est espérer. Quelque chose changea dans son expression. Pas de l'offense, mais de la surprise. Le genre de surprise que l'on a quand quelqu'un dit une vérité pour laquelle on n'avait pas trouvé les mots. Non, acquiesça-t-il. Je suppose que non. Mon père avait une grange, dit-elle. Même problème, même solution, même résultat. Elle fit une pause. Tout le coin nord-est s'est effondré en janvier, emportant 2 chevaux avec lui. Ree resta silencieux un moment. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Elle regarda ses mains. Mais je sais ce que ce genre d'espoir coûte. Ils restèrent assis avec ça un moment. Autour d'eux, le quai était presque vide maintenant. Leur rassemblement s'était dissous comme ces choses le font toujours. Hommes et femmes en couple ou dispersés, le chef de gare pliant ses papiers, quelques garçons balayant les planches. La chaleur d'août n'avait pas diminué, mais la foule s'était suffisamment éclaircie pour que l'air semble moins oppressant. « Vous avez dit que vous aviez assisté à 3 de ces événements avant ?» dit Ree. Elle ne lui avait pas dit ça. C'est à Madame Gunderson qu'elle l'avait dit. Elle le regarda. « J'étais à proximité, » dit-il sans s'excuser. « Je n'essayais pas d'écouter. »« Mais vous l'avez fait. »« Je l'ai fait. » Il soutint son regard. « Je n'en suis pas désolé. » Elle aurait dû être irritée. Elle mesura le sentiment avec soin, testant ses limites, et constata qu'elle ne l'était pas. Pas tout à fait. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'admettait, plat et sans fioriture, qui rendait difficile de fabriquer l'offense appropriée. « 4, dit-elle, en comptant aujourd'hui. » Il hocha la tête une fois, lentement, comme s'il classait cela quelque part d'important. « Il a fallu du courage. Il a fallu de l'entêtement, corrigea-t-elle. Il y a une différence? Y en a-t-il? Il se tourna pour la regarder pleinement. À mon avis, le courage, c'est surtout de l'entêtement dirigé dans la bonne direction. Elle ouvrit la bouche, la referma, détournant le regard parce que quelque chose dans sa poitrine avait de nouveau bougé et elle en avait assez de le refouler. « Vous êtes doué pour ça, dit-elle. Pourquoi? Pour dire des choses plus difficiles à contester qu'elles ne devraient l'être. » Cette fois, il sourit. Un petit sourire, retenu, comme s'il n'était pas tout à fait sûr que c'était permis. Je prends ça comme un compliment.
Ils s'assirent dans l'ombre rétrécissante du mur de la gare, et Tabitha se dit qu'elle était simplement raisonnable. Un homme avait offert une conversation. Elle avait accepté. C'était tout ce que c'était. Le fait que personne ne l'ait regardée comme cet homme la regardait, pas de mémoire récente, peut-être jamais, était une information sur laquelle elle veillait à ne pas agir. Puis le bruit de talons sur les planches du quai l'atteignit, rapide et délibéré, et elle sut avant de se retourner qu'il leur était destiné. La femme qui s'arrêta devant le banc avait la trentaine, les traits acérés, vêtue de vêtements de voyage un peu trop élégants pour l'occasion, comme si elle était arrivée à la mauvaise fête et avait décidé de se montrer supérieure. Elle regarda Ree Ironwood avec l'expression particulière de quelqu'un qui avait observé de loin et qui avait perdu patience avec ce qu'elle voyait. « Ree, dit-elle, comme si elle le connaissait. » Il leva les yeux. Quelque chose sur son visage se ferma comme une porte se ferme, pas en claquant, juste fermement, avec intention. « Vera. » Tabitha regarda de l'un à l'autre. « Je ne savais pas que tu venais à ça. » La femme, Vera, dit-elle, ses yeux se déplaçant vers Tabitha de la manière détournée de quelqu'un qui prétend ne pas regarder directement une chose. « Je ne savais pas que je devais t'en informer, » dit Ree. Sa voix n'avait pas changé de volume ni de ton, mais elle avait changé en quelque chose de moins mesurable. Le regard de Vera se posa alors pleinement sur Tabitha et qu'elle le laissa là assez longtemps pour que ce soit délibéré. « Je vois que tu as été occupé. »« Voici Tabitha Keller, » dit Ree. « Elle a eu la gentillesse de me parler cet après-midi. »« Quelle charité de sa part, » dit Vera. Les mots étaient de la soie sur quelque chose de beaucoup moins agréable. Tabitha avait déjà rencontré des femmes comme celle-ci. Elle savait exactement ce qui se passait et exactement quelles étaient ses options. Elle pouvait se recroqueviller, regarder ses mains, laisser le moment passer, donner à cette femme la satisfaction de l'avoir pliée. Elle l'avait déjà fait, à d'autres moments, dans d'autres lieux, et le goût amer qui en résultait n'en avait jamais valu la peine. Elle leva les yeux directement vers Vera. « Je suis désolé, » dit Tabitha agréablement. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. » Vera cligna des yeux très légèrement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on s'adresse à elle. « Vera Calloway, je possède la boutique de robes sur Calvert Street. Ree et moi sommes... » Elle fit une pause avec une grande précision. « De vieilles connaissances. » Vera. Ree le dit dans un seul mot. Il atterrit comme une main sur une table. Les yeux de Vera se tournèrent à nouveau vers lui. Quelque chose passa entre eux, toute une histoire en un seul regard. La plupart, Tabitha le soupçonnait, désagréable. « Je voulais juste dire bonjour, » dit Vera, sa voix passant à quelque chose de plus léger et de moins convaincant. « Je vous laisse reprendre votre conversation. » Son regard balaya Tabitha une dernière fois, ce même regard calculateur, puis elle s'éloigna, ses talons claquant sèchement contre les planches. Silence. Tabitha attendit un temps, puis deux. « Vieille connaissance, dit-elle. »« C'est un mot pour le dire, » dit Ree. Il regardait au loin, la mâchoire serrée. « Vous n'avez pas à expliquer. »« Je sais que non. » Il se tourna vers elle. « Nous étions proches une fois, il y a environ 4 ans. Ça n'a pas marché. Elle a clairement fait savoir qu'elle voulait quelqu'un avec plus d'argent et moins de callosité. Et j'ai clairement fait savoir que ça m'allait. » Il le dit proprement. Pas d'apitoiement, pas d'amertume, juste la forme de ce qui s'était passé. Elle s'est mariée 2 fois depuis. Je ne sais pas ce qu'elle voulait ici aujourd'hui. Elle voulait voir quelque chose, dit Tabitha. Il la regarda. Les femmes comme ça viennent toujours voir quelque chose, dit Tabitha. Je ne sais pas ce qu'elle espérait trouver, mais quoi que ce soit, je ne pense pas qu'elle l'ait trouvé. Elle lissa sa jupe sur ses genoux. Pour ce que ça vaut, il la regarda un long moment. Pour ce que ça vaut, fit-il écho. C'est plus honnête que la plupart des gens ne prendraient la peine de l'être. Je vous ai dit que j'étais direct. Vous me l'avez dit. Et je vous ai dit que je le pensais. Vous me l'avez dit aussi. Le presque sourire à nouveau. Je commence à vous croire. Elle n'aurait pas dû ressentir de chaleur à cause de ça. Elle classa le sentiment avec les autres et garda son visage impassible. « Monsieur Ironwood, dit-elle, je veux vous demander quelque chose, et je veux que vous me répondiez honnêtement, même si vous pensez que la réponse honnête me fera partir. » Il se redressa légèrement. « Allez-y. »« Pourquoi moi? » Elle leva une main avant qu'il ne puisse parler. « Et avant que vous ne disiez ce que vous avez dit avant sur la dignité et tout le reste,
Je veux que vous réfléchissiez si c'est toute la vérité ou si c'est la partie de la vérité qui sonne le mieux. Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense brièvement qu'elle avait mal calculé, qu'elle avait trop poussé et percé quelque chose qui venait à peine de commencer. Puis il dit, « Parce que je suis fatigué. » Elle attendit. « Je suis fatigué de faire les bons gestes et de me retrouver au mauvais endroit, dit-il. Je suis fatigué de savoir exactement ce que je veux et de passer à côté parce que ça ne correspond pas à la forme que je pensais que ça devait avoir. » Il la regarda fixement. « Quand je vous ai vu là, debout, sans flirter, sans jouer un rôle, sans essayer d'être autre chose que ce que vous êtes, j'ai pensé, la voilà, juste comme ça, comme si j'avais regardé dans toutes les directions sauf la bonne. » Les mots se posèrent sur elle comme quelque chose de lent, de chaud et de dangereux. « Vous me connaissez depuis moins d'une heure, dit-elle. Sa voix était prudente. « Je sais, dit-il. Je ne vous demande pas de faire confiance à ça. Je vous demande juste de ne pas partir avant que ça n'ait la chance de devenir quelque chose auquel vous pouvez faire confiance. » Elle le regarda. Cet homme avec ses yeux stables, ses bottes usées et sa grange au toit qui allait s'effondrer avant octobre. Cet homme qui s'était tenu sur un quai plein de choix plus jeunes et plus faciles et qui s'était dirigé vers elle à la place. Elle voulait y croire. Dieu l'aide. Elle voulait y croire. Et le vouloir si fort était exactement la raison pour laquelle elle ne se faisait pas confiance. « J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. « Très bien. Je veux dire cette nuit. J'ai besoin de dormir là-dessus. Je ne suis pas, elle pinça les lèvres, je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions dans la chaleur d'un après-midi d'août. »« C'est raisonnable, dit-il. Où logez-vous? »« Au Palmer House sur la 2e rue. » Il hocha la tête. « Il y a un bon diner au coin de la 2e et de Marsh. Ils servent le petit déjeuner, n'est-ce pas? Des œufs qui sont vraiment cuits, du café qui est vraiment chaud. » Il se leva, ramassa son chapeau, le posa. « Si vous voulez continuer cette conversation demain matin, j'y serai à 7 heures. Si vous ne le voulez pas... » Il croisa son regard. « Alors je le saurai et je ne vous dérangerai pas. » Elle se leva aussi. Il était plus grand qu'elle ne l'avait pensé, ou elle l'avait pensé et l'avait mis de côté. « C'est un arrangement très bien organisé, dit-elle. Je suis un penseur organisé. »« D'une manière ou d'une autre, j'en doute, dit-elle, puis fut brièvement surprise par elle-même, car cela faisait longtemps qu'elle n'avait rien dit à un homme qui ressemblait à de la taquinerie. Il pencha la tête. « 7 heures, mademoiselle Keller. Je n'ai rien accepté. »« Non, dit-il, vous n'avez rien accepté. » Il ramassa sa veste sur le banc où il l'avait posée, lui fit un seul signe de tête qui réussit à contenir le respect d'une phrase entière, et s'éloigna à travers le quai vide sans regarder en arrière. Tabitha resta là. Elle le regarda partir. Elle était consciente qu'elle regardait et ne fit aucun mouvement pour arrêter. Madame Gunderson apparut à son coude sans prévenir, de la manière dont les femmes robustes avec des opinions le font parfois. « Eh bien, dit Madame Gunderson, ne, dit Tabitha, j'allais juste dire, je sais ce que vous alliez dire. Qu'en 40 ans à regarder les hommes et les femmes se ridiculiser, j'ai rarement vu un homme regarder une femme comme celui-là vous regardait. » Madame Gunderson croisa les bras avec la satisfaction de quelqu'un qui annonce une nouvelle qu'elle est très heureuse d'avoir. « C'est tout ce que j'allais dire. » Tabitha ramassa son sac. Son cœur faisait quelque chose à quoi elle ne lui avait pas donné la permission. « C'est probablement un scélérat, dit-elle. »« Probablement pas, dit Madame Gunderson. Il ment peut-être. Peut-être pas. Tout ça pourrait être une sorte de... » Tabitha. La voix de Madame Gunderson devint calme et directe, à la manière d'une femme qui a vu assez de la vie pour savoir quand quelqu'un se dispute avec soi-même plutôt qu'avec elle. « De quoi avez-vous peur? » Tabitha ouvrit la bouche, la referma parce que la réponse n'était pas lui. La réponse n'était pas le ranch ou le toit incertain, ou la femme nommée Vera, ou aucune des préoccupations raisonnables et rationnelles qu'elle avait alignées comme des piquettes de clôture. La réponse était la chose qu'elle portait depuis 4 ans et 3 rassemblements et 14 mois dans la chambre d'amis de sa sœur. Le lent soupçon lancinant qu'elle avait attendu trop longtemps et était devenue trop elle-même, et que le monde dans son ensemble n'avait pas de place particulière pour elle. Elle avait peur d'avoir raison à ce sujet. Elle avait peur que demain matin à 7 heures, elle entre dans ce diner
et que Ree Ironwood la regarde à la lumière ordinaire d'un nouveau jour et ne voit que ce que tout le monde voyait. Dormez un peu, dit Madame Gunderson doucement. Prenez la décision le matin, quand la chaleur ne rend pas tout pire. Tabitha hocha la tête. Elle quitta le quai, descendit dans la rue et entra dans la chaleur ambrée et pressante de la fin d'après-midi. Et elle se dit qu'elle n'avait rien décidé. Et elle se dit qu'elle était raisonnable. Et elle se dit que 7 heures était encore loin. Elle ne dormit pas bien. Elle était allongée sur le lit étroit du Palmer House et d'écouter les bruits de Laramie la nuit. Des chevaux, des voix, le cliquetis lointain de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et elle eut la même dispute avec elle-même qu'elle avait depuis des années, sauf que celle-ci avait une nouvelle forme maintenant, parce qu'il y avait un visage spécifique attaché à l'autre côté. Il t'a regardé comme si tu étais la réponse à quelque chose, disait une partie d'elle. Tu t'es déjà trompé sur les hommes, disait une autre. Tu t'es aussi déjà trompé sur toi-même, disait la première partie. Et c'était la phrase qui ne la laissait pas dormir. À 6h15, elle se leva. Elle se lava le visage. Elle mit sa deuxième plus belle robe parce que sa meilleure était froissée de la veille. Et puis elle se tint devant le petit miroir au-dessus du lavabo et se regarda avec la même honnêteté plate qu'elle essayait d'apporter à tout. Un visage quelconque, un corps large et fort, 30 ans de vie inscrits dans la ligne de sa mâchoire et la manière particulière dont elle tenait ses épaules. Pas ce que quiconque aurait choisi pour un rôle principal romantique, pas ce que les romans à 10 sous décrivaient quand ils décrivaient des héroïnes. Mais la femme dans le miroir était entrée dans 4 de ces rassemblements. Elle s'était tenue sur ses quais à chaque fois et elle ne s'était pas excusée d'être là. Elle avait survécu à chaque départ. C'était quelque chose. Ce n'était pas rien. Elle mit son chapeau, elle ramassa son sac, elle descendit les escaliers du Palmer House et sortit dans le petit matin avant d'avoir fini de prendre sa décision, parce qu'elle avait découvert vers 3 heures du matin qu'elle l'avait déjà prise. Le diner au coin de la 2e et de Marsh avait une porte moustiquaire qui claquait derrière elle et une odeur de café si forte qu'elle était presque solide. Il était 10 minutes avant cette heure. Elle choisit une table près de la fenêtre, commanda un café à une fille qui avait à peine 16 ans et s'assit avec ses mains autour de la tasse, le dos droit et les yeux sur la porte. À 7h03, la porte moustiquaire s'ouvrit. Ree Ironwood entra. Il portait une chemise propre, pas la même que la veille, une autre, bleu foncé, repassée. Il s'était rasé. Il balaya la pièce du regard comme les hommes le font quand ils prétendent ne pas être pleins d'espoir. Et quand ses yeux la trouvèrent à la table près de la fenêtre, quelque chose sur son visage se calma. Il s'approcha. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit. Il la regarda un moment. « Vous êtes venu, dit-il. J'ai dit que j'y réfléchirais, dit-elle. J'y ai réfléchi. » Et elle enroula ses 2 mains autour de sa tasse de café. Elle prit une inspiration. « Parlez-moi encore des chevaux, dit-elle. Et Ree Ironwood sourit pleinement cette fois, sans retenue. Le genre de sourire qui ne sortait clairement pas très souvent et qui signifiait quelque chose d'important quand il le faisait. Il se pencha en avant. Il commença à parler et quelque part entre le café qui refroidissait et la lumière du matin qui se déplaçait sur la table entre eux, Tabitha Keller cessa d'attendre d'être choisie et commença à prêter attention à ce qu'elle-même choisissait. C'était un petit changement. Il changea tout. Les chevaux furent le début de tout. Il s'avéra que Ree en parlait comme il parlait de la grange, avec spécificité, avec une sorte de connaissance prudente, qui ne venait que d'années de contacts quotidiens et de leçons durement apprises. Il en avait 8. 3 étaient des chevaux de trait, solides et fiables. 2 étaient un jeune, à peine débourré, qu'il entraînait lui-même parce qu'il ne pouvait pas se permettre de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Une était vieille et presque inutile, et il la gardait quand même parce qu'elle avait appartenu à l'homme qui lui avait laissé le ranch, et il n'avait pas pu se résoudre à la vendre. Ce dernier détail fut celui qui toucha Tabitha. Elle ne le dit pas. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle. « May. » D'après quelqu'un, il prit sa tasse de café, la reposa sans boire. Sa femme, elle est morte environ 6 ans avant lui. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Il fit une pause. Il disait que le cheval était la dernière chose qui se souvenait d'elle de la même manière que lui. Tabitha regarda la table. Quelque chose bougea derrière son sternum. Pas la chaleur prudente et gardée qu'elle gérait depuis la veille, mais quelque chose de plus ancien et de moins gérable. Le genre de sentiment qui a une longue mémoire.
Mon mari est mort, dit-elle. Ree devint très immobile. Il y a 4 ans, dit-elle. La fièvre, elle l'a emporté en 11 jours. Elle garda sa voix mesurée parce qu'elle avait appris que c'était ainsi qu'elle s'en sortait. Il s'appelait Harold. C'était un homme bon, pas de manière dramatique, juste tranquillement, authentiquement bon, comme le sont certaines personnes. Elle leva les yeux. Après sa mort, j'ai attendu que les choses redeviennent normales. Et puis j'ai réalisé que ce que j'appelais normal, c'était Harold. Et sans lui, ce n'étaient que des jours. Juste un jour, puis un autre. Je suis désolé, dit Harry, et cela sonna différemment de quand la plupart des gens le disaient. Pas la version de réflexe social, pas le geste verbal rapide que les gens font pour passer à un sujet qu'ils ne savent pas comment aborder. Il le dit comme s'il le pensait spécifiquement. Je ne vous dis pas ça pour avoir de la sympathie, dit-elle. Je vous le dis parce que vous m'avez parlé de May et que ça semblait être le même genre de choses. Il la regarda un long moment. C'est le cas, dit-il, exactement le même genre de choses. Ils restèrent avec ça, vraiment assis avec ça, sans se presser de combler le vide. Et Tabitha pensa que c'était la chose que la plupart des gens ne comprenaient pas à propos du deuil. Il n'avait pas besoin d'être réparé ou redirigé. Il avait juste besoin d'être reconnu, vu, posé sur la table entre 2 personnes et reconnu pour ce qu'il était. Le café refroidit. Elle ne le remarqua pas jusqu'à ce que la serveuse vienne le remplir, et elle sursauta légèrement au retour de la chaleur. « Puis-je vous demander quelque chose? » dit Ree. « Vous me posez des questions depuis hier. » Un autre genre de questions. Elle pencha la tête. « Allez-y. » Les autres rassemblements, dit Hilton. Que s'est-il passé? Ou pas ce qui s'est passé? Qu'avez-vous ressenti? Après. Elle le regarda attentivement. Il ne demandait pas pour blesser. Elle pouvait le voir. Il demandait comme quelqu'un demande quand il veut comprendre quelque chose de l'intérieur. Le premier, dit-elle. J'ai pleuré, pas à la gare. J'ai attendu la diligence. Je me suis assise tout au fond et j'ai pleuré tout le trajet du retour. Et j'étais furieuse contre moi-même de pleurer et ça m'a fait pleurer encore plus. Elle fit une pause. La deuxième fois, je n'ai pas pleuré. J'étais en colère à la place. Tout le chemin du retour, j'ai pensé à tout ce que j'aurais dû dire et faire différemment. Et puis j'ai pensé, pourquoi suis-je celle qui doit être différente? Pourquoi est-ce l'hypothèse de départ? Elle posa sa tasse. La troisième fois, je n'ai pas pleuré et je n'étais pas en colère. J'étais juste fatigué, comme quelque chose qui avait été tendu pendant longtemps et qui ne pouvait finalement plus tenir l'attention. Elle s'arrêta. C'est celle-là qui m'a effrayé, la fatigue. Parce que ça ressemblait à un abandon, dit Ree. Parce que ça ressemblait à un abandon, acquiesça-t-elle. Et hier? Elle croisa son regard. Hier, j'ai ramassé mon sac, dit-elle, et j'ai commencé à marcher. Il hocha la tête une fois, lent et sérieux, comme si cette phrase était un document qu'il signait. Je suis content que vous ne soyez pas allé loin, dit-il. Moi aussi, dit-elle, et cela sortit avant qu'elle ne lui en ait donné la permission. Nue, honnête et impossible à reprendre, elle n'essaya pas de le reprendre. Il tendit la main sur la table, non pas pour prendre la sienne, juste pour poser la sienne là, ouverte, paume vers le haut, sur le bois entre eux. Pas une demande, pas une performance, juste une offrande placée tranquillement qu'elle pouvait prendre ou laisser. Elle la regarda. Elle le regarda. Elle posa sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens, prudents et chauds, et aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. Et dans ce silence, le diner continua autour d'eux, des assiettes qui s'entrechoquaient, la porte moustiquaire qui claquait, quelqu'un qui riait au comptoir, et rien de tout cela ne toucha le calme à leur table. Puis la porte moustiquaire s'ouvrit d'une manière différente. Pas le claquement désinvolte d'un client régulier, quelque chose de plus fort, de plus délibéré. Tabitha leva les yeux. 3 hommes étaient entrés. 2 qu'elle ne reconnaissait pas, de larges travailleurs avec l'air d'employés de ferme en jour de congé. Le troisième, elle ne le reconnaissait pas non plus, mais elle reconnut immédiatement le type. Grand, chapeau cher, la posture particulière d'un homme qui n'avait jamais attendu quoi que ce soit dans sa vie. Il balaya la pièce du regard, trouva Ree, et son expression passa de neutre à quelque chose de considérablement moins agréable. La main de Ree relâcha la sienne. Pas rapidement, mais elle la relâcha. « Ironwood », dit l'homme, traversant la pièce sans y être invité.
Sa voix était du genre à remplir les espaces qui n'avaient pas été offerts. Je ne m'attendais pas à te trouver assis dans un dîner. Je ne m'attendais pas à être trouvé, dit Ree. Sa voix était parfaitement égale. Harlan. Harlan, Tabitha nota le nom. L'homme tira une chaise d'une table voisine, la retourna et s'assit dessus à l'envers, les bras croisés sur le dossier. La posture d'un homme jouant la désinvolture pour un public. Ses yeux se posèrent sur Tabitha avec la lente qualité d'évaluation de quelqu'un qui estime le prix du bétail. « Qui est ton ami? » dit-il. « Ça ne te regarde pas, » dit Ree, toujours égal, toujours calme, mais quelque chose en dessous s'était tendu. Harlan sourit. Ça n'atteignit pas ses yeux, loin de là. Je suis juste sociable. Il regarda Tabitha directement. Harlan Goss, je possède le domaine Double J et environ 6 miles au sud de l'endroit où cet homme survit actuellement. Tabitha Keller, dit-elle, parce qu'elle n'allait pas lui donner la satisfaction de son silence. Keller. Il retourna le nom comme s'il en vérifiait la valeur. Vous n'êtes pas d'ici. Je suis de Cheyenne, je suis venu pour le rassemblement. Il jeta un coup d'œil à Ree avec quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois, mais qui essayait de le devenir. Et vous avez fini ici. Une pause lourde et intentionnelle. Eh bien, tout le monde finit quelque part. Harlan, dit Ree un seul mot. Je fais juste la conversation. Harlan se pencha légèrement en arrière. En fait, je suis venu ici pour parler affaires, Ironwood. Ta clôture s'est encore effondrée. 3 de mes bêtes sont passées la semaine dernière. J'ai été patient. Tu as été patient, répéta Ree. Et maintenant, il y avait un tranchant. Mais la patience a une limite, surtout quand j'ai un acheteur qui vient dans 3 semaines et que je ne peux pas me permettre que mon compte soit inexact parce que ta clôture ne tient pas. Les yeux de Harlan se tournèrent à nouveau vers Tabitha avec la cruauté particulière d'un homme qui savait exactement comment utiliser un public. Mais je vois que tu as été occupé par d'autres soucis. Important d'avoir des priorités. Les 2 hommes derrière lui ne bougèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient là pour donner à la pièce une certaine taille. Tabitha regarda Harlan Goss avec l'attention claire et calme qu'elle avait développée en 30 ans à regarder les gens décider qu'elle était négligeable, puis découvrir qu'elle ne l'était pas. « Monsieur Goss, dit-elle. » Il cligna légèrement des yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'on s'adresse à lui directement. « Les conversations d'affaires se passent généralement mieux, dit-elle agréablement. Quand la personne qui les mène laisse le théâtre à la porte. » Elle regarda les 2 hommes derrière lui, puis de nouveau lui. « Les avez-vous amenés au cas où il dirait non ou juste au cas où il dirait oui? Je confonds toujours les 2. » Silence de mort. Ree fit un son qui n'était absolument pas un rire, contenu avec ce qui semblait être un effort considérable. Le visage de Harlan passa par plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, irritation, recalibrage. Il la regarda avec de nouveaux yeux maintenant, pas des yeux respectueux, mais des yeux méfiants. Ce qui, dans l'expérience de Tabitha, était plus utile. « Langue bien pendue, ton ami, » dit Harlan à Ree. « Ce n'est pas mon ami, » dit Ree en se levant de la table. Il était un bon pouce plus grand que Harlan et n'en utilisait rien de manière agressive, ce qui, d'une certaine manière, rendait la situation pire pour Harlan. « C'est une femme avec qui je prends mon petit déjeuner et tu es entré ici et tu as rendu ça désagréable. Alors, je vais te demander de prendre tes hommes et ton problème de clôture et de venir me parler lundi matin au ranch comme une personne raisonnable. Et si je ne veux pas attendre jusqu'à lundi, alors tu peux aller parler à ma clôture tout seul. » Ree dit, « Elle ne fait rien. » Un autre silence. Tabitha garda ses mains autour de sa tasse de café et son visage neutre, bien que la neutralité demandât un certain entretien actif. Harlan la regarda une dernière fois. Quelque chose avait changé dans son calcul, elle pouvait le voir. Le petit ajustement d'un homme qui était entré en s'attendant à une scène simple et l'avait trouvé considérablement plus compliqué. « Lundi, » dit-il finalement, et se leva. Il sortit sans cérémonie. Ses hommes le suivirent. La porte moustiquaire claqua derrière eux. Le diner expira. Quelqu'un au comptoir retourna à ses œufs. Ree s'assit. Il la regarda de l'autre côté de la table. Son expression faisait plusieurs choses à la fois. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-il. « Je sais. Ce n'est pas un homme qui oublie. »« Moi non plus, » dit-elle. « Est-il vraiment un problème pour le ranch? » Ree resta silencieux un moment. Le silence particulier d'un homme qui décide à quel point être honnête.
Il veut me racheter, dit-il. Depuis 2 ans, le ranch se trouve entre son pâturage aide et l'accès à la rivière qu'il veut. Il a rendu les choses difficiles de petite manière, en espérant que je me lasserais et que je vendrais. Il prit son café. L'histoire de la clôture est réelle, mais c'est aussi un moyen de pression. Il sait que je ne peux pas me permettre de la réparer correctement en ce moment. Tabitha traita l'information. Combien ça coûterait, dit-elle, de réparer la clôture correctement? Il nomma un chiffre. Ce n'était pas catastrophique, mais ce n'était pas petit non plus. Le genre de somme qui était possible, mais qui exigeait un sacrifice. Le genre de sacrifice que l'on ne fait que lorsqu'on est certain que la chose que l'on protège en vaut la peine. Et le toit, dit-elle. Il nomma un autre chiffre. Elle fit le calcul dans sa tête. Elle avait fait ce genre de calcul toute sa vie d'adulte. Le calcul pratique de la survie, de faire durer les choses, de savoir exactement où se trouvait la ligne entre difficile et impossible. Ce n'est pas impossible, dit-elle. Il la regarda. Non, dit-il lentement, ce n'est pas le cas. Mais ça demande de la planification, dit-elle. Pas de l'espoir. Elle croisa son regard. Il y a une différence. Il sourit à ça, le deuxième vrai sourire qu'elle avait vu de lui, et comme le premier, il transforma son visage en quelque chose de plus jeune et de moins défendu. Vous avez dit ça hier, dit-il. Je le pensais les 2 fois. Il la regarda avec cette qualité directe et scrutatrice à laquelle elle s'habituait lentement. Le regard qui donnait moins l'impression d'être examiné que d'être réellement vu, ce qui était une distinction qu'elle découvrait être d'une importance énorme. Tabitha, dit-il, et il dit son nom différemment de la façon dont les gens le disaient habituellement. Pas la version courte et fonctionnelle, pas la version prudente, mais la version complète, comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être dit complètement. Je sais que c'est rapide, dit-il. Je sais que nous nous connaissons depuis moins d'1 jour. Je ne vous demande pas de prendre une décision que vous n'êtes pas prête à prendre. Il fit une pause. Mais je veux que vous veniez voir le ranch. Elle cligna des yeux. Avant de décider quoi que ce soit, dit-il rapidement. Avant que l'un de nous ne décide quoi que ce soit, venez juste le voir, voir ce que c'est réellement, pas ce que je décris depuis une table de dîner. Ses mains étaient à plat sur la table, ouvertes, le geste d'un homme qui expose exactement ce qu'il a. Parce que je peux m'asseoir ici et vous en parler toute la matinée et peut-être que ça sonne d'une certaine manière, mais c'est réel, Tabitha. C'est du travail et c'est dur et le toit fuit et Arlen Gauze va être un problème à chaque changement de vent. Et je pense que vous devriez voir ça avant de vous décider sur quoi que ce soit. Elle l'étudia. La lumière du matin traversait la fenêtre du diner et elle tombait sur un côté de son visage et rendait à nouveau visible la cicatrice au-dessus de son sourcil. « Quand? » dit-elle. « Demain, dit-il. J'ai un chariot. Je peux venir au Palmer House à 8 heures et vous ramener avant la nuit. C'est une longue journée. »« Oui, dit-il. Ça l'est. » Elle pensa à sa sœur à Denver, qui attendait une lettre expliquant comment ce rassemblement s'était passé. Elle pensa à la chambre d'amis avec son lit étroit et sa fenêtre qui donnait sur la clôture du voisin. Elle pensa à la vie qu'elle avait construite à partir de morceaux de plus en plus petits, soigneusement, comme une femme qui construit un abri avec ce que la tempête a laissé derrière elle. Elle pensa à un homme qui était passé devant tous les choix plus faciles sur un quai bondé. « 8 heures, dit-elle. Ne soyez pas en retard. Je n'attends pas bien. »« J'ai remarqué, dit-il, et la chaleur dans ses mots était si peu gardée qu'elle atterrit comme une main contre quelque chose qu'elle tenait serré et protégé depuis très longtemps. Elle attrapa son café, et c'est à ce moment que la porte du dîner s'ouvrit à nouveau. Pas Arlen Gauze cette fois, mais une femme que Tabitha ne reconnaissait pas. Jeune, peut-être 22 ans, jolie de la manière simple de quelqu'un qui n'avait jamais eu de raison de développer une autre stratégie. Elle regarda autour du diner, repéra Ree, et se dirigea droit vers leur table avec la confiance de quelqu'un qui avait répété cela. « Monsieur Ironwood, dit-elle, à bout de souffle comme si elle avait marché vite. J'espérais vous trouver. Mon père m'envoie. Il dit que si vous cherchez toujours de l'aide pour la situation du pâturage Est, il est prêt à discuter des conditions. » Et il a dit, elle s'arrêta, semblant remarquer Tabitha pour la première fois, faisant le rapide calcul social. « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. »« Ce n'est rien, » dit Ree. Sa voix était redevenue soigneusement neutre. « Dites à votre père que je passerai la semaine prochaine. Ce n'est pas le bon moment. »
La fille, elle était à peine plus qu'une fille, regarda Tabitha avec une expression qui n'était pas tout à fait de la pitié ni de la condescendance, mais qui était définitivement quelque chose. Et ce quelque chose avait un nom que Tabitha reconnaissait sans avoir besoin qu'on le lui dise. Elle avait vu ce regard sur 3 quais différents. Elle le connaissait aussi bien que ses propres mains. Et pour la première fois depuis très longtemps, ça ne la toucha pas comme avant. Parce que Ree Ironwood avait regardé la fille, puis avait immédiatement regardé de nouveau Tabitha avec une expression claire et simple qui disait sans aucun mot, « Je suis exactement là où je veux être. » La file partit, la porte se referma. Tabitha posa sa tasse. Elle garda sa voix parfaitement égale. « Votre monde est compliqué, dit-elle. »« Il l'est, acquiesça-t-il. »« Vous êtes sûr de vouloir m'y ajouter? » Il la regarda de l'autre côté de la table, stable et certain de la manière qu'elle commençait à reconnaître comme étant simplement qui il était. Un homme qui avait décidé quelque chose et ne dépensait pas d'énergie à se remettre en question. « Madame, dit-il, je commence à penser que vous pourriez être la partie la moins compliquée de tout ça. » Elle le regarda. Quelque chose dans sa poitrine se relâcha. Pas tout, pas l'architecture prudente de protection qu'elle avait passé 4 ans à construire, mais quelque chose. Une seule pierre du mur, petite, significative. « 8 heures, dit-elle à nouveau. « 8 heures, dit-il. Et Tabitha Keller, qui avait cessé de croire au matin qui change les choses, se retrouva à croire tranquillement et contre son meilleur jugement en demain. Il était là à 7h53. Tabitha le savait parce qu'elle surveillait la rue depuis la fenêtre du Palmer House depuis 7h40, se disant qu'elle ne regardait pas et regardant quand même. Quand elle vit le chariot descendre la 2e rue, quelque chose dans sa poitrine fit la chose qu'elle avait cessé de prétendre qu'elle ne faisait pas. Elle ramassa son sac, un plus petit que la veille, juste ce dont elle avait besoin pour une longue journée, et descendit avant qu'il n'ait à venir à la porte. Elle ne voulait pas être le genre de femme qui fait attendre un homme pour prouver quelque chose. Elle n'avait jamais compris cette performance particulière. Il attachait les chevaux quand elle sortit. Il se tourna au son de la porte, et quand il la vit, la même chose se produisit que dans le diner la veille. Ce petit relâchement non calculé sur son visage, comme quelque chose qui s'était préparé à la déception et qui se détendait tranquillement. « Bonjour, dit-il. Vous êtes en avance, dit-elle. Vous aussi. » Elle le regarda. Il la regarda. Aucun d'eux ne dit ce qu'ils pensaient tous les deux, à savoir qu'ils avaient chacun attendu ce moment avec une impatience qu'ils ne s'étaient pas entièrement avouée. Il lui offrit sa main pour l'aider à monter sur le siège du chariot. Elle la prit, pratique, efficace, sans cérémonie. Et puis il fut à côté d'elle et il se déplaçait dans les rues matinales de Laramie, avec le soleil encore assez bas pour être doux. « Avez-vous dormi? » demanda-t-il. « Un peu, dit-elle. « Vous? » « Un peu, acquiesça-t-il. Elle eut l'impression qu'ils avaient tous les deux veillé pour des raisons similaires et qu'ils étaient tous les deux trop sensés pour le dire. La route hors de la ville était sèche et défoncée par l'été, et le chariot se déplaçait avec le rythme particulier d'un véhicule qui avait parcouru ce chemin 1000 fois et le connaissait bien. Ree conduisait d'une main la plupart du temps, détendu, ne jouant pas la compétence, l'ayant simplement, ce qui, Tabitha l'avait décidé, était l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse posséder. « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous, » dit-elle après un moment. Il y réfléchit. « Je ne sais pas du tout cuisiner. Je peux faire bouillir des choses, dit-il. Et je peux faire frire un œuf si les enjeux sont faibles. Mais tout ce qui nécessite plus d'une étape à la fois, » il secoua la tête. « Ça tourne mal. Comment vous êtes-vous nourri pendant 12 ans? » Mal, dit-il, et à la merci des employés du ranch. Il la regarda. « À votre tour. » Elle réfléchit. « J'ai peur des chevaux. » Il se tourna pour la regarder pleinement. Le chariot continua d'avancer, stable, les chevaux connaissant la route. « Vous n'avez pas mentionné ça quand j'ai passé 20 minutes à parler de mes chevaux. Ou vous sembliez si content d'eux, dit-elle. Il m'a semblé méchant d'interrompre. » Il la fixa une seconde de plus, puis il rit. Un vrai rire, sans retenue, du genre qui vient de quelque part de sincère, et ça changea complètement son visage. Elle avait soupçonné qu'il y avait quelque chose comme ça en lui. Elle était heureuse de découvrir qu'elle avait raison. « Ce n'est pas une peur sérieuse, dit-elle.
Je ne panique pas. Je préfère simplement les admirer à une distance raisonnable. Raisonnable étant de l'autre côté d'une clôture. Il souriait toujours. Je m'en souviendrai. Ils tombèrent ensuite dans une conversation facile, le genre qui n'a pas de destination, passant d'une chose à l'autre, sans ordre du jour, découvrant les formes des opinions de l'autre sur des sujets grands et petits. Elle découvrit qu'il avait des opinions bien arrêtées sur la bonne façon de réparer le cuir, aucune opinion sur la politique, et une loyauté tranquillement féroce envers les deux employés du ranch qui travaillaient pour lui, qu'ils décrivaient tous les deux avec l'exaspération affectueuse d'un homme qui avait renoncé à attendre la perfection et avait accepté la compétence à la place. Elle lui parla de ses années à Cheyenne, de la Vavine, de la vie qu'elle avait construite avec Harold, de la maison qu'elle avait vendue après sa mort parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de la garder et ne pouvait pas supporter d'y être. Elle lui parla de sa sœur Clara, qui était bonne et pratique, et qui avait préparé la chambre d'amis sans un mot de plainte, et qui avait aussi passé 14 mois à suggérer doucement et sans relâche que Tabitha devrait essayer de rencontrer quelqu'un. « Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes venu au rassemblement? » demanda Ree. « C'est la raison pour laquelle je suis venu au premier, » dit Tabitha. « Les trois autres, c'était mon propre entêtement. Vous avez dit hier que c'était différent du courage. Je commence à penser que je me suis trompé à ce sujet, dit-elle avant d'avoir décidé de le faire. Il n'en fit pas tout un plat, hocha simplement la tête une fois et regarda de nouveau la route. Et elle fut reconnaissante de cette retenue, car elle n'était pas sûre qu'elle aurait pu le supporter s'il en avait fait tout un plat. Ils arrivèrent au ranch alors que la matinée était encore raisonnable. Elle l'entendit avant de le voir correctement, le paysage sonore particulier d'une exploitation bovine en activité, bas, vivant et occupé par ses propres préoccupations. Et puis elle vit la maison, la grange, les clôtures, tout le domaine étalé comme une réponse à une question qu'elle ne savait pas qu'elle se posait. Ce n'était pas beau au sens carte postale du terme. C'était réel, usé et fonctionnel, et portait les marques d'années d'utilisation intensive et de travail honnête. La grange montrait exactement les dégâts que Ree avait décrits. Le coin nord-est réparé avec des planches qui n'allaient pas durer. La clôture s'affaissait à 3 endroits qu'elle pouvait voir depuis le chariot. La maison elle-même était solide mais simple, une structure construite pour l'endurance plutôt que pour l'apparence. Et elle semblait avoir enduré pendant un bon bout de temps. Elle regarda tout cela et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle se sentit utile. Pas de la manière mince et provisoire dont elle s'était sentie utile dans la chambre d'amis de sa sœur, en aidant au repas, en aidant avec les enfants, en remplissant ses journées d'un but emprunté. C'était différent. C'était le sentiment de regarder une liste de vrais problèmes et de savoir que l'on avait de vraies compétences à y appliquer. C'était le sentiment qu'elle n'avait pas eu depuis la mort d'Harold et que la maison était à sa charge et qu'elle avait été celle qui faisait tourner les choses, qui savait où était l'argent et où il devait aller et comment faire fonctionner l'arithmétique quand elle ne voulait pas. Ce sentiment lui avait manqué sans savoir qu'il avait un nom. « Eh bien, dit Ree, il avait arrêté le chariot et la regardait d'observer l'endroit avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Prudente, pensa-t-elle. Préparée. La clôture d'abord, dit-elle. Le toit peut attendre l'automne si vous le réparez correctement cette fois, mais la clôture vous fait perdre de l'argent chaque semaine où elle est abattue. Il était très immobile. Comment le savez-vous? Parce que Harlan Goss vous a dit que 3 de ces bêtes sont passées la semaine dernière, dit-elle. Et c'est le genre d'homme qui tient les comptes. S'il en réclame 3, il y en avait probablement plus. Chacune d'elles est un grief qu'il peut utiliser. Et les griefs sont la façon dont les hommes comme ça construisent des dossiers. Elle se tourna pour le regarder. Réparer la clôture, vous lui coupez son moyen de pression. Le toit est un problème pour octobre. La clôture est un problème pour maintenant. Il la regarda un long moment. Quelque chose bougea dans son expression. Pas de la surprise exactement, mais son cousin plus compliqué. « Vous avez déjà travaillé dans un ranch, dit-il. Celui de mon père, jusqu'à mes 18 ans. Elle descendit du chariot sans attendre sa main. Un temps trop rapide, légèrement disgracieux. Et elle s'en fichait. Je sais ce que coûte une clôture négligée. Je sais ce que coûte un toit de grange qui fuit. Et je connais la différence entre un problème urgent et un problème qui semble urgent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il descendit à côté d'elle. Ils se tinrent devant la grange, pas tout à fait face à face. « Tabitha, dit-il, ne
Ne quoi? Ne me regardez pas comme ça, dit-elle, ou je vais perdre ma place. Quelle place? La place pratique, dit-elle, celle où j'essaye de rester. Il la regarda un autre moment, puis il détourna délibérément le regard, lui donnant l'espace qu'elle avait demandé. Très bien, dit-il, montrez-moi ce que vous voyez. Elle le lui montra. Elle longea la clôture du côté est, signalant les endroits où les poteaux avaient une pourrie à la base. Trois d'entre eux qui devaient être arrachés et remplacés, pas seulement renforcés, où toute la section céderait à nouveau d'ici l'hiver. Il marchait à côté d'elle et écoutait. Et quand elle se trompait sur quelque chose, il le disait clairement et sans condescendance. Et quand elle avait raison, il le disait aussi. Et au moment où ils avaient couvert toute la ligne Est, ils avaient la forme d'un plan entre eux qui était meilleur que ce que l'un ou l'autre aurait pu élaborer seul. C'était, pensa-t-elle, ce que l'on ressentait en partenariat. Elle avait oublié. Ils retournèrent vers la maison quand le bruit de sabots les atteignit de la route. Rapide, Paul approche désinvolte d'un voisin, un cheval se déplaçant avec intention. Ree se retourna, la mâchoire crispée. Le cavalier était l'un des hommes de Harlan Goss. Elle le reconnut du dîner, l'un des deux qui flanquait Harlan et se tenait là comme de la ponctuation. Il s'arrêta net devant eux, regardant d'en haut depuis sa selle avec la nonchalance étudiée de quelqu'un qui délivre un message qu'il sait désagréable. « Ironwood, dit-il, Monsieur Goss veut que je vous fasse savoir qu'il a avancé le calendrier. Il a un avocat qui vient vendredi. Il dit que si la situation de la clôture n'est pas résolue d'ici là, il va déposer une plainte pour les pertes de bétail. » Ree devint très immobile. Nous nous étions mis d'accord sur lundi. Monsieur Goss a changé d'avis. Les yeux de l'homme se posèrent sur Tabitha avec la même lente évaluation que Harlan avait utilisée dans le diner. Il voulait aussi que je mentionne que son offre sur la propriété est toujours valable. Il a dit de vous dire que le chiffre n'a pas changé, mais sa patience si. Le silence qui suivit avait plusieurs couches. Tabitha regarda l'homme. Elle regarda Ree. Elle regarda la mâchoire de Ree travailler sur quelque chose qu'il avait décidé de ne pas dire, ce qui, elle le soupçonnait, était un exercice de retenue considérable. « Dites à M. Goss, dit-elle avant que Ree ne puisse parler, que M. Ironwood le contactera avant vendredi. Et dites-lui que déposer une plainte légale pour 3 bêtes qui ont traversé une brèche dans une clôture qui a depuis été identifiée pour réparation est le genre de chose qui tend à mal se refléter sur l'homme qui dépose la plainte quand ça passe devant un juge. » Elle garda sa voix parfaitement agréable. Surtout dans un comté où les gens se souviennent qui a essayé de chasser qui de ses terres ces 2 dernières années. Le cavalier cligna des yeux. Il regarda Ree. « Elle parle pour vous, dit-il. »« On dirait bien, dit Ree. » Une pause. L'homme rassembla son cheval, lança à Tabitha un autre regard d'évaluation et repartit par où il était venu. Ree se tourna vers elle. « Vous ne pouvez pas savoir ça pour le juge, dit-il. »« Non, acquiesça-t-elle. Mais il ne peut pas savoir que je ne le sais pas. » Un autre de ces silences, du genre qui devenait leur propre langage. « Il va pousser plus fort maintenant, dit Ree. À cause de ça. »« Il allait pousser plus fort de toute façon, dit-elle. Les hommes comme Harlan Goss n'arrêtent pas de pousser jusqu'à ce que quelque chose repousse. » Elle croisa son regard. « Vous le savez. » Il la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement décoder. Il y avait trop de choses dedans, du respect et quelque chose de moins ordonné que le respect, quelque chose qui avait plus de tranchant. « Entrez, dit-il, je vais faire du café chez Mel. »« Je vais faire le café, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux voir la cuisine, dit-elle, pour comprendre avec quoi nous travaillons. » Le nous atterrit entre eux, non planifié, prenant de la place. Elle le vit de l'entendre. Elle le regarda décidée de ne pas y réagir d'une manière qui lui donnerait envie de le reprendre. « Par ici, dit-il. » La cuisine était exactement ce à quoi elle s'attendait et exactement ce avec quoi elle pouvait travailler. Fonctionnelle, spartiate, la cuisine d'un homme qui cuisinait comme il l'avait décrit, mal et par nécessité. Elle trouva le café, trouva la cafetière, trouva l'eau sans demander où se trouvait quoi que ce soit, car la logique d'une cuisine fonctionnelle était universelle une fois que l'on savait la lire. Il s'assit à la table et la regarda se déplacer avec une expression qu'il ne parvenait pas entièrement à garder neutre. « Arrêtez ça, dit-elle sans lever les yeux. « Arrêtez quoi? Me regarder comme si j'étais quelque chose en quoi vous avez peur de croire. » Une pause. « C'est ce que je fais? Oui.
Je vais y travailler, dit-il. Elle apporta 2 tasses à la table et s'assit en face de lui. Et il but un café qui était meilleur que sa version ne l'avait apparemment jamais été. Et il lui en dit plus sur le ranch, les parties qu'il n'avait pas encore mentionnées, les parties qui étaient plus difficiles à dire. Les 2 paiements manqués à la banque l'hiver dernier, rattrapés de justesse avant la date limite. L'employé qui était parti en mars sans préavis, le laissant avec 2 hommes en moins pour le travail de printemps. L'accumulation silencieuse de petits désastres qui étaient simplement la texture de maintenir un ranch en activité sans personne pour partager la charge. Elle écouta tout. Elle ne s'y a pas. Pourquoi me dites-vous tout ça? Dit-elle. Les parties difficiles. Parce que vous avez demandé à voir le ranch, dit-il. Le vrai ranch. Pas la version que je raconterai à quelqu'un que j'essaie d'impressionner. Alors là, vous n'essayez pas de m'impressionner? Il la regarda directement. J'essaie d'être honnête avec vous, dit-il. Ce qui est plus important. Elle enroula ses 2 mains autour de sa tasse. Ray, dit-elle, et utiliser son prénom ressemblait encore à un petit acte de courage. Qu'est-ce que vous me demandez exactement? Il resta silencieux un moment, le genre de silence qui réfléchit, pas qui hésite. Je vous demande d'envisager de rester, dit-il. Pas la version du rassemblement. Pas l'arrangement formel où vous décidez en 1 semaine et signez quelque chose et essayez de faire en sorte que ça marche. Je vous demande. Il s'arrêta, essaya à nouveau. J'ai un ranch qui a besoin de travail et un toit qui va perdre son combat contre Octobre et un voisin qui veut prendre tout ce que j'ai construit et 2 employés qui sont capables les bons jours. Et je fais ça seul depuis 2 ans. Il posa sa tasse. Je ne veux plus le faire seul. Et en 2 jours, je suis devenu plus certain de ça en étant assis en face de vous que je ne l'ai été pour la plupart des choses dans ma vie d'adulte. La cuisine retint les mots. Ils ne disparurent pas comme elle souhaitait parfois que des choses comme ça disparaissent. Proprement dans l'air, gérable, ils restèrent. C'est beaucoup à mettre sur les épaules d'une personne, dit-elle. Je sais. Nous nous connaissons depuis 2 jours. Je le sais aussi. Et vous me demandez de... Je vous demande de l'envisager, dit-il. Je ne vous demande pas de répondre aujourd'hui. Je ne vous demande pas de répondre cette semaine. Ses yeux restèrent sur les siens. Je vous demande de ne pas monter dans la diligence pour Denver sans me dire que nous avons eu cette conversation et qu'elle signifiait ce que je pense qu'elle signifiait. Son cœur faisait ce qu'il faisait depuis 2 jours. La chose qu'elle avait soigneusement évité de nommer. Elle le regarda. Cet homme difficile, direct, pauvre en terre, au parler franc, qui s'était approché d'elle sur un quai plein de choix plus faciles et avait demandé une conversation au lieu d'une performance. Elle signifiait ce que vous pensez qu'elle signifiait, dit-elle. Aucun d'eux ne bougea. Puis, de l'extérieur, un son, aigu, portant, faux. L'un des chevaux, pas May, l'un des plus jeunes. Un son qui disait que quelque chose l'avait effrayé et qu'il prenait des mesures à ce sujet. Ree était sur pied avant que Tabitha n'ait complètement traité l'information, se déplaçant avec l'efficacité rapide d'un homme qui avait appris à lire les sons de ces terres comme certains hommes lisent des livres. Il était à la porte. « Restez ici, dit-il. » Elle était déjà debout. « Non. » Il se tourna et quelque chose sur son visage faillit argumenter. Et puis il la regarda et décida clairement que argumenter n'était pas la meilleure utilisation de ses 3 secondes actuelles. « Restez près de moi, dit-il à la place et sortit. Elle le suivit parce qu'elle avait été le genre de femme qui reste en arrière avant, et elle l'avait fait pour la dernière fois quelque part sur un quai à Laramie, quand elle avait ramassé un sac et avait failli s'éloigner de quelque chose de réel. Elle ne restait plus en arrière. Le jeune cheval, le gris, appelé Dust, à peine 2 ans et apprenant encore que le monde n'était pas là pour le tuer, s'était emmêlé dans la clôture du corral. Pas gravement, pas une fracture, mais assez pour qu'il tire contre elle, avec la panique aveugle d'un jeune animal qui ne savait pas encore comment arrêter d'empirer les choses. Ree était à la porte du corral en quelques secondes. Tabitha était 4 pas derrière lui. « N'entrez pas, dit-il, pas durement, juste factuellement. Il se calmera plus vite avec moins de gens. » Elle s'arrêta à la clôture et regarda. Elle regarda la façon dont Ree se déplaçait vers le cheval. Pas vite, pas lentement, juste stable. Un rythme qui disait « Je ne suis pas une menace. Je n'ai pas peur. Nous allons résoudre ça ensemble. » Il parlait en se déplaçant. Un murmure bas et continu qui n'était pas vraiment des mots, mais plutôt un ton, une fréquence.
Le son d'un homme disant à un animal que la panique était facultative. Dust tira une fois de plus, puis s'immobilisa. Ree mit ses mains sur la jambe coincée, la libéra avec l'économie exercée de quelqu'un qui avait fait ça avant, et s'attendait à le refaire, et recula. Le cheval se secoua, tapa 2 fois du sabot, et marcha jusqu'à l'autre bout du corral comme si de rien n'était. Ree se tourna et regarda Tabitha par-dessus la clôture. « C'est Dust, dit-il. Il semble dramatique, dit-elle. Il l'est. Il tient ça de sa mère. » Il vint à la clôture, appuya ses bras sur la barre supérieure. « Vous n'êtes pas resté à l'intérieur. Vous avez remarqué? » « J'ai remarqué. » Il la regarda avec ce regard gris et direct. « Vous allez être un problème pour mes nerfs, n'est-ce que pas? » Ce n'était pas tout à fait une question. Elle sentit quelque chose de chaud et de réel lui traverser la poitrine. « Probablement, dit-elle. Il sourit presque. Puis ses yeux se déplacèrent au-delà d'elle, vers la route, et le presque sourire disparut. Elle se tourna. Harlan Goss arrivait, seul cette fois, ce qui était d'une certaine manière plus délibéré que d'arriver avec des hommes. Une déclaration de confiance d'un homme qui avait décidé qu'il n'avait plus besoin de jouer le pouvoir parce qu'il était sur le point de l'utiliser. Il s'arrêta à l'extérieur du corral et les regarda tous les deux d'en haut. « Ironwood, dit-il, et la femme du diner. » Ses yeux se posèrent sur Tabitha avec la patience de quelqu'un qui a décidé qu'une nuisance est sur le point d'être résolue. « Je ne m'attendais pas à vous trouver encore ici. »« Je ne m'attendais pas à être encore ici, » dit Tabitha. « Les choses changent. » Harlan regarda Ree. « J'ai envoyé mon homme à des hommes. »« Je sais que tu l'as fait, » dit Ree. « Alors tu sais où nous en sommes. »« Je sais où tu penses que nous en sommes, » dit Ree. « Ce qui n'est pas la même chose. » La mâchoire de Harlan se contracta. Le calcul derrière ses yeux faisait un travail rapide et visible. « J'ai un avocat qui vient vendredi. J'ai des documents sur les pertes remontant à 8 mois. J'ai... » Vous avez 3 bêtes qui ont traversé une brèche dans une clôture qui est en cours de réparation, dit Tabitha, s'avançant pour se tenir à côté de Ree à la clôture. Pas derrière lui, à côté de lui. Ce qui, comme je l'ai dit à votre homme, n'est pas le genre de choses qu'un juge voit d'un bon œil quand le défendeur peut démontrer à la fois sa conscience du problème et une action de bonne foi pour le résoudre. Elle leva les yeux vers Harlan, fixement. Combien de ces 8 mois de documentation M. Ironwood connaissait-il? Lui en avez-vous parlé directement, par écrit? Harlan la regarda avec l'expression d'un homme découvrant que ce qu'il avait pris pour un obstacle mineur est en fait porteur. « Ça ne vous concerne pas, dit-il. Elle est sur ma propriété, dit Ree. Tout ce qui est sur ma propriété la concerne. » Un silence. Harlan regarda entre eux avec l'attention lente et recalibratrice d'un homme qui reconstruit sa compréhension d'une situation. « Tu connais cette femme depuis 2 jours, dit Harlan. « Je la connais depuis assez longtemps, dit Ree. « Ce n'est pas... » Harlan. Ree s'éloigna de la clôture et se tint à découvert, pleinement. « Je vais réparer la clôture, la section qu'elle a identifiée ce matin, 3 poteaux, remplacement complet, pas de rafistolage, sera faite avant vendredi. Tu peux amener ton avocat et tes documents, et nous regarderons tous ensemble une clôture réparée. » Sa voix était calme et absolue. « Et puis tu pourras prendre ton offre sur cette propriété et la garder aussi longtemps que tu le voudras, parce que c'est la seule offre que tu obtiendras jamais de moi. » Le visage de Harlan passa par quelque chose. Pas la défaite exactement, mais le regard d'un homme qui a joué une carte dont il était certain qu'elle fonctionnerait et a trouvé le plateau de jeu arrangé différemment de ce qu'il attendait. « Tu fais une erreur, dit-il. Ce ranch va te manger tout cru. Il l'a déjà presque fait. »« Peut-être, dit Ree. C'est mon problème. » Les yeux de Harlan se posèrent sur Tabitha une dernière fois. Elle les soutint sans difficulté. « dit-il, du ton d'un homme qui révise son estimation de quelque chose. Puis il tourna son cheval et repartit sur la route sans un autre mot, ce qui était, Tabitha le reconnut, sa propre sorte de concession. Le son des sabots s'estompa. Ree laissa échapper une lente respiration. « Vous avez dit qu'elle a identifié ce matin, dit Tabitha. Vous l'avez identifié. Vous l'avez dit comme si... » Elle s'arrêta, regarda la route où Harlan était parti. « Vous l'avez dit comme si j'allais être ici vendredi. » Il se tourna pour la regarder. Il ne fit pas semblant de ne pas l'avoir fait. « Oui, dit-il, je l'ai fait. » Elle le regarda. La chaleur douce se pressait de tous côtés, comme elle le faisait toujours, indifférente et énorme.
mais elle avait cessé de la sentir quelque part au milieu de la matinée sans remarquer la transition. « Je n'ai pas dit oui, dit-elle. Je sais, vous ne pouvez pas simplement décider pour moi. Je ne décide pas pour vous, dit-il, je décide pour moi-même. J'ai décidé que je vous veux ici. Ce que vous décidez vous appartient. » Il soutint son regard. Ça a toujours été la différence entre nous et Harlan Goss. Il décide ce qu'il veut et suppose que le reste du monde s'arrangera en conséquence. Je ne fonctionne pas comme ça. Elle le regarda un long moment. « Je dois écrire à Clara, dit-elle. » Il attendit. « Elle s'inquiétera si je ne donne pas de nouvelles, dit-elle. Et je dois lui dire. » Elle fit une pause. « Je dois lui dire quelque chose. Je ne suis pas encore sûr de ce que c'est. Quelque chose a changé et je dois le lui dire. » « Très bien, dit-il, et j'ai besoin de quelques jours de plus. Je ne suis pas impulsive, je n'ai jamais été impulsive. Je sais. Je suis ici depuis un matin et j'ai déjà rembarré votre voisin 2 fois, fait du café dans votre cuisine et longé votre clôture. » Elle regarda brièvement ses mains, puis de nouveau lui. « C'est le plus impulsif que j'ai été depuis 1881. » « Que s'est-il passé en 1881? » « J'ai dit oui à Harold le 3e jour, dit-elle. Je me suis dit que c'était une erreur pendant environ une semaine, puis j'étais juste heureuse. » Les mots s'installèrent entre eux avec tout le poids de ce qu'ils étaient, et elle les laissa s'installer parce qu'elle en avait assez de faire semblant de ne pas penser ce qu'elle disait. Ree fit un pas en avant, un pas mesuré, délibéré, et il prit ses 2 mains dans les siennes, comme il en avait pris une dans le dîner, sauf que cette fois, c'était les 2. Et il les tint avec la fermeté particulière d'un homme qui avait passé des années à apprendre quelles choses valaient la peine d'être tenues avec soin. « Tabitha Keller, dit-il, je ne vous demande pas d'être impulsive. »« Bien, dit-elle. » Sa voix était stable, son cœur ne l'était pas. « Je vous demande de revenir demain, dit-il, et puis le jour d'après, et puis voyons ce que les jours additionnent. » Elle le regarda, la cicatrice au-dessus de son sourcil, les yeux gris qui ne s'ilènent pas, et ne joignent pas de rôle et ne lui offraient rien d'autre que la vérité exacte de ce qu'il était. « La situation du café doit être réglée, dit-elle. »« En effet, acquiesça-t-il, et la clôture avant vendredi. Et le toit avant d'octobre, où il emportera tout le coin nord-est et vous perdrez plus que des planches. »« Je sais. C'est beaucoup de travail, dit-elle. »« Oui, dit-il, ça l'est. » « Pour 2 personnes, dit-elle. Il la regarda. Il ne se pressa pas pour dire ce qui suivait. Il lui donna l'espace qu'il méritait. « Pour 2 personnes, dit-il. » Elle tourna ses mains dans les siennes, ne se retirant pas, juste tournant pour que sa prise corresponde à la sienne, égale. Pas une personne qui tient et une personne tenue, mais 2 personnes qui se tiennent. « Demain à 8 heures, dit-elle. Je serai là à 7h53, dit-il. « Je sais, dit-elle. Vous l'êtes toujours. » Et c'est là que ça a commencé. Pas sur le quai, pas dans le dîner, pas même à la clôture ce matin. Ça a commencé ici, à ce moment, avec 2 mains qui se tiennent, et la chaleur d'eau qui se presse, et un cheval appelé Dust qui boude à l'autre bout du corral, et un toit de grange qui n'allait pas durer sans quelqu'un qui s'en soucie. Les vraies choses ne commençaient jamais dans les endroits de glamour. Elles commençaient dans les endroits ordinaires. Quand 2 personnes regardaient ce qui était devant elles et décidaient que ça valait le travail. Elle resta pour le dîner. C'était, comme promis, pas bon. Ree brouilla des œufs avec la concentration sinistre d'un homme qui connaît ses limites et a décidé de les affronter directement. Et ils mangèrent à la table de la cuisine et parlèrent, sans être à court de choses à dire, ce qui avait été, dans l'expérience de Tabitha, l'un des signes les plus rares et les plus fiables que quelque chose fonctionnait. Il la ramena au Palmer House alors que le soleil se couchait, le ciel devenant ambre et rouge de la manière particulière des soirées du Wyoming qui rendaient même les gens pratiques brièvement poétiques. À la porte, il arrêta le chariot, descendit et la raccompagna jusqu'à l'entrée parce que c'était qui il était. Non pas parce que les manières l'exigeaient, mais parce qu'il voulait ses 60 secondes supplémentaires, et elle le savait, et elle les voulait aussi. « Demain, dit-elle. »« Demain, dit-il. » Elle entra, elle monta, elle s'assit au petit bureau de sa chambre et écrivit 2 lettres. La première était pour sa sœur Clara à Denver et disait « Quelque chose s'est passé et je ne suis pas tout à fait sûr de savoir comment l'expliquer, sauf pour te dire que je vais rester à Laramie un peu plus longtemps et que je pense que pour la première fois depuis longtemps,
Je suis quelque part où je suis censé être. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout quand j'en saurai plus moi-même. La deuxième lettre était plus courte. Elle n'était pas sûre de savoir pourquoi elle l'écrivait. Elle n'avait nulle part où l'envoyer. Elle l'écrivit quand même à Harold, parti depuis 4 ans, qui avait été tranquillement bon et l'avait aimé de la manière quotidienne et non démonstrative d'un homme qui se présentait et qui l'avait laissé à son départ, avec la connaissance de ce que l'on ressentait en étant vraiment vu, afin qu'elle puisse le reconnaître quand ça arriverait à nouveau. J'ai trouvé quelque chose, écrivit-elle. Je pense que tu l'aimerais. Il n'est dramatique pour rien. Il aurait besoin d'aide en cuisine. Le toit de la grange va être toute une conversation. Elle fit une pause, le stylo au-dessus du papier. Je ne t'oublie pas, je ne te remplace pas. Je fais ce que tu m'as toujours dit de faire quand j'avais peur des choses. Je reste dans la pièce. Elle plia la lettre. Elle la mit dans son sac où elle resterait jusqu'à ce qu'elle trouve le bon endroit pour la laisser. Puis elle se coucha et dormit profondément, sans les disputes de 3 heures du matin pour la première fois en 14 mois. Jeudi 20 et passa, vendredi 20. La clôture fut réparée. Les 3 poteaux arrachés et remplacés, la ligne tendue, propre et serrée. La section est assez solide pour durer 3 hivers si le travail tenait. Ree avait fait 2 poteaux lui-même. Tabitha avait tenu les poteaux pendant qu'il les enfonçait, ce qui nécessitait de se tenir prêt et de travailler en coordination, et ce qui était, découvrit-elle, sa propre forme de conversation, du genre sans mots, du genre qui vous disait des choses sur une personne que le langage ordinaire ne pouvait pas atteindre. L'avocat de Harlan vint, regarda la clôture, n'eut rien à mettre dans un dossier et partit. Harlan ne revint pas. Les 2 semaines qui suivirent passèrent comme les jours de travail passent, rapides, pleins, ne laissant aucune place au genre d'inquiétude circulaire dans laquelle elle s'était noyée les 14 mois précédents. Tabitha était au ranch la plupart de la journée, la plupart des jours, et elle aurait eu du mal à dire exactement quand c'était devenu l'arrangement. Sauf que cela avait évolué si naturellement qu'un jour, elle réalisa simplement qu'elle avait cessé de le considérer comme temporaire. Elle écrivit de nouveau à Clara. « Je vais avoir besoin que tu m'envoies la boîte sous mon lit, celle avec les affaires de cuisine. » Clara répondit. « Je le savais dès ta première lettre. J'ai déjà fait la boîte. Je suis si heureuse que je pourrais pleurer. Ne te dispute pas trop avec cet homme. En fait, si, on dirait qu'il en a besoin. » Tabitha lut cette lettre à la table de cuisine de Ree et rit aux éclats. Et il leva les yeux des livres de comptes qu'il parcourait à son insistance et dit « Bonne nouvelle. » « Ma sœur, dit-elle. »« Que dit-elle? » Elle leva les yeux. « Elle dit de ne pas trop me disputer avec vous. » Il la regarda avec ses yeux gris et stables. « Qu'avez-vous dit? »« J'ai dit qu'elle vous avait déjà rencontré en esprit, » dit Tabitha, « et qu'elle a probablement raison sur la plupart des choses. » Il la regarda un moment de plus que la conversation ne l'exigeait strictement. Puis il retourna au compte. Elle retourna à la lettre et la cuisine était calme de la bonne manière. La manière dont un espace est calme quand il est plein de quelque chose qui n'a pas besoin de bruit pour se prouver. C'est un mardi de septembre qu'il lui demanda. Pas avec du théâtre, pas avec une cérémonie qu'elle n'avait pas demandée. Il revenait de vérifier le bétail dans le pâturage nord, marchant côte à côte en fin d'après-midi, avec la première pointe d'air plus frais venant des montagnes. Et il s'arrêta de marcher. Elle s'arrêta aussi. « Je veux te demander quelque chose, dit-il, hein, et je veux que tu saches que quoi que tu dises, je ne vais pas rendre les choses difficiles. » Elle le regarda. « Demande. »« Épouse-moi, dit-il, plat, factuel, le ton d'un homme qui a décidé que quelque chose est vrai et qui l'énonce simplement. Pas parce que le ranch en a besoin, et pas parce que l'arrangement a du sens, bien que ce soit le cas, parce que tu es monté sur ce quai prêt à partir et tu t'es retourné quand j'ai dit ton nom. Et chaque jour depuis, j'ai été plus certain que je suis l'homme le plus chanceux du comté de Laramie. » Il fit une pause. « Dis oui ou dis non. Dans tous les cas, je le respecterai. » Elle le regarda. 30 ans, 4 rassemblements, 14 mois dans une chambre d'amis, 2 lettres qu'elle n'avait pas su comment envoyer. Et elle pensa au quai. Elle pensa à son sac dans sa main, et au son de sa voix qui l'arrêtait, et à la façon dont elle était restée là, sans se retourner, effrayée par ce qu'elle verrait. Elle s'était retournée. Elle avait vu exactement ce dont elle avait peur. Elle avait dit oui à ça, de toute façon.
Oui, dit-elle. Dame Ellie était blessé, dit-elle. Il ne l'attrapa pas de manière dramatique. Il ne fit pas de discours. Il s'avança et il posa ses mains sur son visage, prudente et chaude comme il faisait tout. Et il la regarda un moment, de la manière dont il la regardait depuis le quai, comme si elle était de la réponse à quelque chose qu'il demandait depuis longtemps. Puis il l'embrassa, et elle l'embrassa en retour, et l'air de septembre bougeait autour d'eux, et le bétail faisait ses bruits bas et indifférents dans le pâturage nord, et le ranch continuait d'être une chose réelle, difficile et authentiquement belle. Elle n'était pas une femme qui avait été choisie. C'était une femme qui s'était présentée sur 4 quais et avait survécu à ce qui s'y était passé à chaque fois, qui avait ramassé son sac et avait commencé à marcher, qui s'était retournée quand c'était important, qui s'était assise et était restée, qui avait longé des clôtures, fait du café et dit à Harlan Goss en face ce qu'elle pensait de ses méthodes, qui était restée dans la pièce même quand chaque instinct lui disait que la pièce était trop risquée. C'était une femme qui s'était choisie bien avant que quiconque n'ait la chance de la choisir. Et maintenant, elle choisissait ceci. Cet homme, ce ranch, ce toit, qui allait être toute une conversation, cette vie qui était réelle et dure et pleine de matins qui signifiaient quelque chose. Elle avait attendu assez longtemps pour connaître la différence entre ce qui ressemblait à de l'amour et ce qui tenait sous la pression. Ceci tenait. Ceci allait toujours tenir.